Eh, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500 et les grandes sœurs de mes Fimbi disent, ma chérie, on le connaît depuis qu'il est tout petit. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Maudit qui bouge ta. All my niggas from Cabo Verde, PDG, let's get it! We hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle, mais aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy, rappeur, entrepreneur, producteur, philanthrope, l'homme que l'on nomme Jizo Evorati. Take a seat, Ego. C'est un plaisir pour moi d'être là, Charban. Merci pour cette intro et merci de m'accueillir ici. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Sincèrement. Fait chaud au cœur. Merci pour tes mots et tes paroles élogieuses. Hein. Au plaisir. Comme je te l'ai dit juste avant de démarrer, tu sais aussi ce que je pense de toi, de ta musique, de ton parcours. Ça m'a touché. Et on va être dans le deep. Non, mais je suis là pour ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, Jizo Evorati ou Michael Horta Semedo, originaire du Cap-Vert. Je suis un Badiou, Rebellado. Rebellado, c'est, on va dire, c'est les Cap-Verdiens qui vivaient dans les montagnes. Et on est une ethnie importante chez nous. Et j'ai grandi dans le 91. Je suis né à Bretigny. J'ai grandi un peu à Saint-Michel-sur-Orge. Après, je suis parti un peu en Normandie. Après, je suis arrivé à Grigny. Je suis un peu un enfant de Sarcelles aussi, comme je te l'ai signifié. Donc, voilà un peu. On va commencer par là dans un premier temps. Dans un premier temps, très belle présentation, frère, sincèrement. Alors, moi, je veux que dans un premier temps, on mette les pleins phares sur Grigny. Grigny, dans les années 90, ressemblait à quoi? Avant de parler de Grigny, comme je te l'ai dit, moi, je viens du 91. Moi, je suis né à Bretigny-sur-Orge. Et ma mère m'a eu très, très, très jeune. Elle m'a eu à 15 ans, tu vois. Elle était seule. Je vivais avec elle dans un très petit appartement, etc., etc. Après ça, en fait, je suis parti à Évreux. Enfin, pas à Évreux, dans un petit chez ma grand-mère. Et après, je suis arrivé à Grigny. Mon père était là-bas depuis toujours, mais moi, je l'ai rejoint à Grigny. Je devais avoir, si je te dis pas de bêtises, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, je suis un enfant du 91, mais Grigny, c'est venu après. Mon père venait de là-bas, mais moi, j'y suis arrivé pas tard, mais pas super jeune non plus. Tu vois où je veux en venir? Mais Grigny-la-Grande-Borne, exactement, parce qu'il y a Grigny 2 et Grigny-la-Grande-Borne. Moi, c'est Grigny-la-Grande-Borne. Déjà, merci pour cette précision qui est important. Très importante. Ouais. Tu sais, là, tu as un peu accéléré dans mon questionnaire, j'ai envie de te dire. Non, tu as été parfait, sincèrement. Mais justement, je voulais qu'on fasse un focus sur ta mère parce que elle t'a eu à 15 ans. Ouais, très jeune. Elle est née au pays? Elle est née au pays. Elle est venue ici, elle avait à peu près 4 ans. Donc, ça veut dire que elle n'a pas vraiment l'allure des mamas du bled. Tu vois où je veux en venir? Ça veut dire qu'elle, en fait, quand elle est venue ici, elle a évolué où c'était la seule black à l'école. Donc, ça veut dire que, tu vois, elle a eu des autres difficultés que d'autres tantines ou d'autres mamas ont pu avoir. Tu vois où je veux en venir? Mon daron aussi, lui, par contre, il est né au bled, mais il est venu assez tard.
Et on reviendra un peu sur mon daron, mais avec mon daron, c'est particulier, mais ça reste mon daron. Mais moi, j'étais jeune, avec une jeune mère, tu vois, j'étais avec ma daronne, tu vois. Et justement, moi, ça m'intéresse parce que, tu sais, là, tu viens de dire que ta mère t'a eu relativement jeune, etc. Ouais. Donc, forcément, les rapports ne sont pas les mêmes. Ouais, exact. Tu confirmes ce que je viens de te dire? Totalement. Totalement. En plus, tu sais, comme, bah, elle m'a eu jeune, donc ça veut dire qu'il y a un écart très court entre moi et elle. Donc, ça veut dire que j'ai embrassé toutes les difficultés qu'une jeune femme pouvait embrasser dans un pays comme la France, tu vois. Que ce soit pour l'émancipation d'une jeune femme black en France, ou tu vois, les difficultés financières ou autres. Tu vois, j'aime pas trop dire ça, mais on a connu la pauvreté extrême quand même. Tu vois, c'était deep quand même. Ma daronne a été vraiment jeune, donc elle a dû arrêter la school, tu vois, essayer de taffer un peu plus tôt, ménage, truc. Tout. Après, elle a bien évolué, elle est devenue secrétaire, responsable secrétaire, etc. Mais c'était deep au début. C'est vraiment deep. Et tu sais, ces schémas, généralement, ou du moins, moi, quand j'étais, parce que on a sensiblement le même âge, t'es plus âgé que moi, mais tu vois ces schémas où tu vivais chez la grand-mère parce que la maman était en train de travailler, etc. C'est pas des schémas qu'on a eu l'habitude de voir, nous, dans nos quartiers. Ouais, ouais. Parce que tu sais, en tout cas, moi, je te parle en connaissance de cause, mais nos mamans ne nous ont pas eu très jeunes. Ouais, ouais, je te suis. Tu vois? Je te suis. Donc, les grands-mères étaient restées au pays, Ouais, ou parfois elles n'étaient déjà plus là. je te suis. Toi, eh ben, ça ressemble plutôt au schéma familial américain. Je vois. Tu sais, j'avais même pas pris le recul, mais tu as totalement raison. Ouais, c'est vrai en plus. Tu C'est vois vrai ce que de je... ouf. Parce que c'est vrai que la plupart des Américains, quand il y avait des difficultés avec les parents, ils allaient chez la grand-mère, etc. Tu vois, j'avais même pas pris ce recul. Tu as totalement raison sur ça. Et tu sais, si je peux me permettre, pardonne-moi, Non, 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 je t'en prie. tu sais, l'intégration aussi. Tu vois, moi, mon grand-père et ma grand-mère, mon grand-père, c'était quelqu'un qui était. Il y avait beaucoup de terre au pays, tu vois. Il n'était pas obligé de venir en France. Lui, quand il est venu en France, il était à Dijon, à Paris, et il a atterri en Normandie. Mon grand-père, c'était le seul black dans la ville où il était. Il savait ni lire ni écrire. Et en fait, il avait tu vas comprendre où je veux en venir. Et lui, il a eu une entreprise, je crois que c'est probablement l'un des premiers Capverdiens qui a eu une vraie société, tu vois, réelle, deep. Et en fait, il a fait pratiquement toutes les maisons de Blancs à Saint-André-de-l'Eure, tu vois. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment vu l'émancipation de mon grand-père, tu vois, l'intégration, tu vois, de la meilleure des manières, entre guillemets, tu vois. Et comme ma mère, quand j'étais dans le 91, elle avait des difficultés pour m'élever, je suis parti là-bas pour, entre guillemets, être dans un meilleur cocon, tu vois. Moi aussi, j'étais le seul noir de l'école. Il n'y avait pas de rebeu, il n'y avait pas de chinois, il n'y avait même pas de portugais. J'étais vraiment aussi le seul renois. Mais j'en ai voulu à ma daronne, mais avec du recul, bah, au final, j'étais tout le temps premier ou deuxième de la classe, tu vois. CP, CE1, CE2, CM1. Après, je suis reparti dans le 91, mais mine de rien, en fait, je me permets de te parler de toutes ces bases-là parce que c'est ce qui m'a, tu vois, cette rigueur à l'école, c'est ce qui m'a élevé et fait probablement devenir ce que je suis. Tu vois où je veux en venir? Donc, ça veut dire que le parallèle de Normandie, tu travailles bien tu travailles bien à l'école, tu es entouré que de blancs, que de trucs. Après, tu retournes dans le 9-1, ghetto, deep. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, parle-moi de Grigny. Grigny, ça reste une réalité. C'est la ville la plus pauvre de France. Donc, je vais de Normandie, atterrir à Grigny avec un daron, avec, tu vois, une éducation deep qui rigole pas et voir qui caresse un peu le gangsta, c'était particulier. Tu vois où je veux en venir? Je vois totalement où tu veux en venir et c'est criant de vérité tout ce que tu viens de dire, sincèrement. Et alors, est-ce que c'est pas là les premières carences quand tu commences à grandir dans un environnement où finalement il y a peu de semblables? Mhm. Totalement. J'ai pas de frère, moi, je suis fils unique. Ma daronne, elle a eu que moi.
Donc, ça veut dire que ma daronne, elle a 4 sœurs exactement. Donc, ça veut dire que l'univers dans lequel j'ai grandi, c'était particulier parce que j'ai grandi aussi un peu avec les sœurs de ma daronne et c'est comme si j'ai très vite compris les émotions d'une femme renois aussi, tu vois. Donc, j'ai une approche particulière par rapport aux dames dans le sens où j'arrive à comprendre leurs émotions, où j'étais le petit gosse presque avec ses couches et tout, qui voit l'émancipation des femmes renois, qui vont en boîte, qui écoutent ça comme musique, tu vois, j'ai vraiment embrassé tout ça, tu vois. Donc, ça fait que quand j'arrive à Grigny, où mon approche avec les gens, moi, j'avais l'habitude d'être avec les blancs, j'avais l'habitude d'être avec les noirs, j'avais l'habitude du daron gangsta truc. Tu vois, j'étais déjà un ovni sans le vouloir et sans... Enfin, tu vois où je veux en venir? Je vois totalement où tu veux en venir, mon frère, sincèrement. Et merci déjà de nous partager cette histoire singulière. Hein. Sincèrement, ça nous fait du bien. Et tu sais, moi-même, pour parler avec certains de mes amis, ils me disent que quand leurs enfants seront au collège, ils iront directement en école privée. Et toi, à travers ton schéma scolaire, finalement, même si tu n'as pas mis les mots là-dessus, c'est quasiment ce que tu es en train de nous dire. De ouf. Non, de ouf. En plus, moi, quand je suis arrivé à Grigny, j'étais au collège Jean Villard à la Grande Borne. Et frérot, je suis passé du mec qui était premier, deuxième à la school à... Je rentre un peu dans... Tu vois, Grigny, c'est un univers particulier. En plus, moi, j'arrive, je suis un peu nouveau dans la ville. C'était deep. J'ai pas de grand frère, j'ai pas de truc. Tu vois ce que je veux dire? L'univers, il est... Tu vois, et pour revenir à ce que tu viens de dire, je pense que j'épouserai ce schéma si j'ai des enfants parce que, en vrai, ma bascule où je tombe dans le n'importe quoi, entre guillemets, c'est la période du collège, en vrai. Donc, t'as totalement raison. Ça fait plaisir parce que c'est très fluide d'emblée. Ouais. Tu vois, on se comprend et merci encore une fois de partager cette histoire avec nous. Et tu sais, pour rester encore un peu sur la mama, tu parlais de proximité, etc. Et tu sais, tu disais dernièrement que l'album de Doc Gynéco t'avait beaucoup inspiré. Totalement. Et tu sais pourquoi c'est le premier album de rap que j'ai écouté de ma vie. Moi, j'ai connu le rap tard. Et si je me permets de te parler de ça, c'est qu'avec le recul, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Ouais, de fou. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, là, si on est en 96, et arrête-moi si j'ai tort, mais ta mère a une petite vingtaine d'années. Totalement. Donc, je suppose que vous vous êtes ambiancés ensemble sur cette musique. Elle comprenait la musique, elle comprenait cette musique. Elle était plus soft. Tu vois, elle était dans du Shadé, dans du truc comme ça, des trucs du bled, etc. Mais elle et ses sœurs comprenaient en fait l'énergie qui sortait de ce projet, tu vois. Et moi, en fait, quand je suis parti en Normandie, c'est très important ce que je vais dire, c'est que le mec qui m'a donné mon premier album de rap, qui est celui de Doc Gynéco, Doggy Style de Snoop, Chronique de Dre, et lui, il était très fan aussi d'Assassin. En fait, c'est un artiste qui s'appelle Seno. Et en fait, ce mec-là était avec la sœur de ma mère. Et lui, ce mec-là, mais tu vas comprendre la triangulaire, ce mec-là, il y avait des mecs de Sarcelles qui habitaient en Normandie avant. C'est Daouda et son équipe. Ils avaient une équipe qui s'appelait Soldat Malarala. Et en fait, avant, ils habitaient en Normandie et mon oncle était le seul blanc dans leur équipe. Il y avait que des Maliens. Et en fait, exactement. Et en fait, eux, ils avaient de la famille à Sarcelles. Après, ils sont partis s'installer définitivement à Sarcelles. Mais c'est eux qui étaient déjà influencés par ce ministère amer, ce Doc Gynéco, ce truc. Donc, ça veut dire que mes premiers karatés que j'ai même entendus dans la musique, c'était de la musique de Sarcelles. Tu vois où je veux en venir? Donc, ça fait que
bah, tu vois, ce son Ministère amer, Doc Gynéco et tout ce qu'il y a autour, bah, j'ai embrassé ça comme des classiques du rap pour moi, tu vois. Mhm. Et je tiens, si je peux me permettre cette mini parenthèse, pour moi, la capitale du rap français, c'est Sarcelles. Aïe. Non, je me répète. Pour moi, la capitale du rap français, c'est Sarcelles. Pour énormément de raisons. Et surtout parce que toi et moi, on est renois. Le seul moment où moi, j'ai senti que la musique a touché, caressé l'excellence, surtout pour des renois, c'était à Sarcelles. Voire même la perfection, c'était à Sarcelles. On y reviendra pendant l'interview, mais j'ai un amour particulier pour cette ville. Et Grigny et Sarcelles, ils sont... Absolument. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont vu, en fait, des Renois avec une posture et le on se laisse pas faire, on a le torse bombé, etc., etc. C'est à cause de cette effervescence qu'il y a eu dans ces villes en particulier et qu'on a toujours été parfois des bonnes et des mauvaises grandes gueules, tu vois. Et moi, je viens de cette lignée-là, tu vois. Et je suis ici dans ton émission pour en parler parce que c'est vraiment important pour moi. Vraiment, vraiment. Tu parles bien en tout cas, frère, hein, sincèrement. Et tu sais, tout à l'heure, je te disais la musique de Doc Gynéco, entre autres, etc. Et même là, la proximité avec ta mère fait que, même petit, t'es pas obligé de te cacher pour écouter de la musique. Ah non, du tout. Non, du tout. Non, du tout, du tout. Ok, c'est très fluide. Ouais, ça, à 1000% même. À 1000%. Elle comprend. Mhm. Elle arrive à comprendre. C'est un peu abstrait pour elle, parce qu'elle, elle est dans le Oui. combat de la vie normale, donc, tu vois. Mais elle comprend. Et alors, j'ai bien compris que t'es un pur produit du 91. Ouais. C'est à quel moment que tu arrives à Grigny? Alors, comme je te l'ai dit, j'ai fait Saint-Michel-sur-Orge. Je suis parti en Normandie. En Normandie, j'ai fait CE1, CE2, CM1. CM1, après, je retourne à Saint-Michel-sur-Orge. Jusqu'à... j'ai fait... Je crois, non, c'est la CM1, CM2, je l'ai fait là-bas. Je crois même que j'ai fait la 6e. Et ça se passait pas bien. Parce que ma mère, en fait, trimait de ouf. Elle travaillait sur Paris. Et en vrai, je la voyais pratiquement pas. Ça fait que le soir, elle rentrait à peu près vers 22h, voire même plus. Du lundi au samedi, elle trimait pour de vrai. Et frérot, il y avait tout le quartier qui était chez moi. Regardez, tu sais, en plus, j'étais un ouf de musique, de films, de trucs. C'était bienveillant, c'était bonne ambiance et tout. Mais comme la daronne n'était pas là, le quartier, il était chez moi. Donc, on se divertissait comme on pouvait se divertir, tu vois. Mais comme je te l'ai dit, moi, j'étais fils unique, j'avais pas de frères, j'avais pas de trucs. J'avais quelques cousins qui étaient là, mais j'en ai des bons souvenirs. Et en fait, c'était jusqu'à peu près en 6e. Et après, en fait, ça a pas matché avec la daronne puisque c'était trop le zbeul. Et là, j'arrive à Grigny. Et en fait, pour que t'aies l'ambiance, ça me fait chier un peu de raconter ça, mais mon daron, il est deep. C'est quelqu'un qui buvait quand même un peu, tu vois. Et tu vois, moi, la première fois où je vais au collège, quand je reviens, il sait que je me suis pris la tête avec un bouc, tu vois. Mon daron, c'est un vrai produit de Grigny. Et mon daron, il me dit, tu sors de la maison. Il me dit, tu reviens pas à la maison si je vois pas une goutte de sang du mec qui t'a fait le pourquoi là, t'es dans cet état-là. Et moi, en fait, j'étais pas encore familier avec cet environnement comme ça, tu vois. Eh, frérot, j'ai pas honte de te dire, je sors en pleurs. J'ai dû rester au moins 2 heures ou 3 heures pour chercher le bouc dans le quartier. Je le vois et j'ai tellement peur de mon daron au truc. Je fracasse le bouc comme du n'importe quoi en pleurant en même temps. Et je rentre à la maison, mon daron, il me dit, ici, c'est comme ça à Grigny. Il faut que tu apprennes les règles ici. C'est comme ça que ça se passe ici. Donc, en fait, tu vois, je me permets de te parler de cette anecdote pour que tu captes
comment mon daron, c'est quoi son idéologie. Et il a fait ça indirectement pour me familiariser avec l'environnement un peu, tu vois. Moi, ma daronne, c'était, tu vois, c'était un autre truc, tu vois. Chez mes grands-parents, c'était tu travailles à l'école et voilà. Mais chez le daron, il m'a dressé un peu le portrait ce jour-là de comment ça va se passer, et comment ça doit se passer ici, tu vois. J'ai du respect pour mon daron parce que, comme je l'ai dit, on n'a jamais eu de genre, mais il y a toujours eu à manger dans l'assiette. Toujours, même plus que ce qu'il fallait, tu vois. Mon daron, c'était un peu à l'ancienne. C'est, je te donne 200 € au début de l'année, tu vas acheter tes Reebok et ton cartonné à Clignancourt et tes conneries, mais après, tu te démerdes, mon fils, tu vois. Il va pas jouer au foot avec toi, il va pas truc, t'es livré à toi-même. Mais c'était quelqu'un qui adorait la musique, donc il m'a transmis aussi un truc par rapport à la musique. Tu sais, c'était le genre de mec qui mettait les enceintes par la fenêtre Très et bien. qui faisait tourner des queues, tu vois. Donc, voilà. Moi, j'arrive à Grigny, en gros, en 6e. Et après, je reste au moins 10, 15 ans là-bas. Donc, ça veut dire là, je deviens un vrai bouc de la Grande Borne, tu vois. Et là, comment ça se passe? Parce que nouveau décor, nouvelle ambiance avec le daron, mais il n'y a pas la daronne à côté. Ouais. Toi, t'es fils unique, Ouais. et qui plus est, daron sanguin. En fait, le daron, tu sais, c'est le genre de mec. Le daron, c'est le genre de mec. S'il y a quelqu'un qui vient toquer à la maison, manchette, coup de ceinture. Tu vois, mon daron, il est. Enfin, avec du recul, je comprends un peu ses moves, etc., etc. Mais mon daron, c'est à la dure un peu. Mon daron, c'était vraiment à la dure. Et il regarde pas vraiment ce que tu fais à l'école parce qu'il n'a pas aussi les capacités pour double-check ce qui se passe à l'école, tu vois. Mais c'était particulier avec mon père, frérot. C'était vraiment particulier. En plus, tu vois, mon daron, il s'était remis avec une dame, une capverdienne aussi, qu'il avait fait venir aussi du bled. Tu sais, je suis dans un univers, en fait, frérot, où j'ai 2 demi-sœurs. C'est moi qui dois leur faire à manger, c'est moi qui dois faire ci ou ça ou autre. Et mine de rien, en fait, ça m'a appris à devenir un homme, tu vois, à faire à manger. Aujourd'hui, je cuisine super bien parce que, tu vois, fallait faire à manger pour les receux, etc., etc. Mais c'était particulier à Grigny, mon bouc, tu vois. C'était vraiment particulier. C'était particulier. Tu sais, je veux pas, en fait, trop pleurnicher, en fait, sur le truc de l'univers où, entre guillemets, c'était dur avec le daron ou autre. Je vais me permettre de parler de ma tante qui s'appelle Elisabeth Moreno. Elisabeth Moreno, en fait, elle a été ministre pendant qu'il y avait Macron. Elle a été juge. Elle a été patron de Del Monde, même à un moment. Et Elisabeth, en fait, pourquoi j'ai un respect extrême pour elle? Parce que elle vient vraiment du néant, de rien du tout, je bosse à l'école, je me débrouille, je me bats contre la vie, etc. Et je me permets de parler d'elle parce que c'est pas une tantine qui est loin. En fait, ses parents et mes grands-parents du côté de mon père, ils sont frères et sœurs. Donc c'est vraiment une tante où tu peux pas faire plus proche. Et elle est vraiment la preuve que même si tu as des parents qui sont deep ou qui n'ont pas d'oseille ou qui n'ont pas ci ou ça, si tu bosses bien à l'école, si t'es droit dans tes pompes, eh ben, tu peux aller vraiment loin. Tu vois. Je me permets de faire une petite parenthèse par rapport à elle parce que, mine de rien, elle a grandi un peu dans le même environnement que moi. Elle était à Viry-Châtillon, c'est collé à Grigny. Et elle a eu aussi tu sais, en tant que femme, Renoir, elle a eu des difficultés aussi deep, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop pleurnicher sur le truc par rapport à mon daron. Il a fait ce qu'il pouvait en vrai, tu vois. Il a fait ce qu'il pouvait. J'ai de l'amour pour lui. Moi, ça reste mon daron, mais c'était chaud. C'était chaud.
C'est ce qu'on va retenir et sincèrement, Frangin, merci de partager cette histoire avec nous. Hein. Je t'en prie. Et on Je t'en comprend prie. mieux l'abnégation, la force de caractère et tout le monde a une histoire. Ouais. Alors, on reste un peu à Grigny. Mhm. Tout à l'heure, tu as justement parlé des similitudes entre nos deux villes respectives. Et toi, là, pour le coup, tout à l'heure, tu disais Doc Gynéco. Ouais. Mais là, c'était quoi les nouvelles influences? Moi, ce qui m'a influencé, si on reste dans les artistes français ou de Allez, manière générale, partout, ouais. de manière générale, étrangement, tu sais, moi, j'ai un amour particulier pour Pac parce qu'en fait, son oral était tellement deep dans les morceaux que c'est lui qui m'a appris l'anglais. En fait, c'est en regardant ses textes, je me suis dit, mais il y a un truc quand il rappe le bouc, je sais pas. Et en fait, j'ai appris l'anglais comme ça en traduisant ses queues ou autres. Donc, mon amour pour lui, elle sera toujours particulière, tu vois. La flamboyance de Stomy Bugsy, le Cap-Verdien qui caresse les étoiles et tout. Bien entendu que j'ai été aussi touché par ça. Et attends, je pourrais te dire tellement d'artistes qui m'ont. Il y a un groupe aussi de chez moi qui s'appelle Code 147 qui m'a aussi matrixé parce que c'était les superstars de chez nous. Il y en a tellement en artistes français, je pourrais. Mais tu sais, étrangement à ce que les gens pensent, et c'est ce qui m'a sauvé et aidé aussi dans mon parcours, c'est que tous les gens, mine de rien, qui m'ont transcendé, c'était pas spécialement des gens qui étaient médiatiquement connus de fous ou autres, tu vois, ça a toujours été ce petit projet par-ci, ce petit projet par-là ou autre. Et c'était des gens qui embrassaient la musique, pas pour avoir un succès commercial spécifique, tu vois. Et moi, je me bats, en fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec les gens autour de moi ou des gens dans mon quartier, etc., pour leur expliquer que, en fait, quand on faisait de la musique au début, c'était pour livrer quelque chose sur le moment précis qui était bien, qui était qualitatif ou autre. En fait, c'est l'industrie musicale et le reste qui a fait que, oui, t'as percé ou t'as pas percé ou truc. Je déteste, moi, ce mot-là. Bien entendu, en fait, ça reste une concrétisation, le fait de percer. Mais le but, c'est de ramener sa pierre à l'édifice. Tu sais, si par exemple, il y a quelqu'un qui a écouté mon projet pendant 2 ans, pendant ses soucis personnels ou avec sa meuf ou autre, j'ai gagné mon book, tu vois. J'ai gagné. Il y a des gens, en fait, qui ont eu des succès commerciaux, mais qui n'arrivent pas à gérer leur oseille. Il y a des gens qui ont moins de succès commercial, mais qui sont de bons entrepreneurs et qui gèrent bien leur oseille. Donc, ça veut dire que ça veut rien dire, en vrai, c'était ce truc de succès commercial ou autre, tu vois. Mais pour revenir à ta question, les artistes qui m'ont transcendé, c'est pas spécialement des artistes, tu vois. Mainstream. Ouais, voilà. Mhm. Et ton papa, t'as dit c'était un gangsta dans l'âme. Il écoutait du rap aussi? Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Allez, il avait un petit 20% où des fois, il se mettait ses trucs de rap un peu, tu vois. Mais bon, il aimait bien faire le jeune, donc il voulait s'update sur ce qui se passe un peu dehors. Tu vois ce que je veux dire? Gacho, je vois très bien, mon frère, très, très bien. Et parallèlement, toi, les études, ça se passe plutôt bien pour toi? C'est quoi le CV scolaire? Franchement, je vais être honnête avec toi. Moi, je suis allé jusqu'en bac+2. Mais je vais être honnête avec toi. Dès que j'arrive au collège, là, à Grigny, mon cerveau, il déconnecte. Il déconnecte. Et bavardage, truc. En fait, oui, tu n'exploites pas tes capacités, etc., etc. Je continue parce qu'il faut continuer, tu vois. Mais vers 17 ans, la rue devient... Ah, frérot, je commence à... Moi, j'ai jamais bicravé au quartier. Ça me fait chier hein, de te parler de cet entracte-là, mais on est obligé de passer par là. Moi, j'ai jamais bicravé au quartier. Moi, j'ai bicravé au lycée. Tu vois, lycée, donc déconnexion scolaire. Et quand j'ai 17 ans, je prends mon premier billet pour Los Angeles. À 17 ans, en fait. En fait, moi, ce qui est bien, c'est que ma mère, comme elle était dame de ménage, après, elle a été secrétaire, etc. Elle a eu très tôt un ordinateur.
très tôt un deuxième ordinateur, donc elle m'en a filé un. Et en fait, moi, j'étais sur Internet dès les débuts d'Internet. Ça veut dire que moi, en fait, mes premiers liens avec les États-Unis, c'était via MySpace. Tu te souviens de MySpace? Totalement. Frérot, il y a plein de gens qui l'ignorent, mais la première fois où je parle avec Nipsey Hussle, c'est sur MySpace. La première fois que je parle avec mon premier producteur, c'est sur MySpace. La première fois où je parle avec celui qui est devenu mon mentor, Prodigy du South Central Cartel, c'est sur MySpace. Donc, ça veut dire que moi, à 17 ans, je capte que personne ne capte ce truc. Moi, en fait, pour moi, c'était une évidence et on peut parler avec les Américains. Bah, je parle avec les Américains, ils me répondent, ils me répondent pas, ils me répondent pas. Mais eux, dans la curiosité, ils se disent, putain, il y a un Français qui m'envoie des messages et tout, nanana. Moi, j'étais en déconnexion scolaire, je vais être franc avec toi. Et vers 17 ans, je pars aux États-Unis. Et à ce moment-là, parce qu'on vient de sauter une étape, Ouais. tu t'amuses à écrire tes Ouais. premiers textes? Ouais. Avec deux gars du quartier, un qui s'appelle Cocaine, qui est devenu le manager de Love Resval, paix à son âme. Paix à son âme. Et mon voisin qui s'appelait Other, son prénom c'était Chéristan. Et c'était vraiment mon groupe du début. Et après, il y avait un autre gars qui s'appelait Keto Crime. C'était un peu notre petit cocon. Et on a gratté nos premiers textes, nos premiers trucs. Et non, je me suis lancé dans le truc, quoi. Je me suis lancé dans le truc. Et déjà, parle-moi des premiers retours. Bah, en fait, tu sais, et c'est bien que tu me parles. T'as de bonnes questions, frérot. Nous, quand on faisait du rap, on voulait juste être connu localement. On voulait exister dans la ville. Ouais. Et en fait, le fait que en fait nos sons tournent dans les voitures ou qu'il y a des grands ou des jeunes qui nous on caressait déjà les étoiles pour nous, tu vois ce que je veux dire? Et non, j'ai presque envie de te dire que c'est même mes meilleurs souvenirs, et Dieu sait que j'ai fait des rencontres et j'ai des bons souvenirs dans la musique, mais c'est mes meilleurs souvenirs dans la musique, cette espèce d'insouciance de il n'y a pas de vue, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de je sais pas quoi, à partir du moment où une cinquantaine de personnes t'écoutent dans la ville et que ça dépasse un peu la ville, t'es content déjà, tu vois. On adore ce genre d'histoire, sincèrement. Et je vais rétro-pédaler un petit peu. On est comme ça chez vous. Ouais, je t'en prie. Tu me parles de MySpace, tu me parles de Nip, Prodigy, entre autres. Ça te fait pas peur à 17 ans quand même de franchir le pas? Frérot, j'avais la dalle, mon vieux. On vient du néant, il n'y a rien du tout. J'avais soif de ça, en fait. C'était devenu ma passion. Donc, en fait, j'y allais tête baissée, en fait, Sherman. J'y allais tête baissée. Tes potes sont matrixés par ça. En plus, tu sais, c'est à l'époque où tu vas dans les disquaires, tu découvres tel artiste, tu truc. La musique, en fait, elle faisait vraiment partie de notre quotidien à 10 000%. Absolument. On mangeait musique, on dormait musique, ça faisait vraiment partie de notre vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Et toi, tu arrives là-bas à LA. Déjà, parle-moi un peu de toutes ces rencontres-là, parce que tu sais clairement, là, je vais te partager une anecdote perso. Ouais. Moi, à l'époque, je rappais aussi. Ouais. Et on devait être en 2016 peut-être. Ouais. Et j'aimais beaucoup le site Live Mixtapes. Ah ouais, de ouf. Tu te souviens? De ouf. Et j'avais découvert NBA Youngboy. Ouais. Et je ne sais plus comment, mais j'avais réussi à avoir une adresse mail. Ouais. Je sais plus comment. Ouais. Et je parlais avec son manager. Bah, tu vois? Je lui ai demandé, j'ai poussé le vice loin en disant, j'aimerais faire un feat avec NBA Youngboy. Ouais. Elle m'a dit 1500 euros. Ouais. 1500 dollars, Ouais. pardon. Et si tu veux le clip, il faut que tu viennes à Atlanta. Et moi, en fait, j'ai bugué, je suis pas allé jusqu'au bout. Mais la proximité et la facilité, je me suis dit, et jusqu'aujourd'hui, je crois que j'ai le mail. Tu vois ce que tu viens de me dire? C'est en 2016. Exact. Tu sais, quand moi je vais aux États-Unis, c'est quand? En 2002, frérot. C'est-à-dire que c'était ils savaient même pas qu'il y avait des Renois en France, frérot. Tu vois où je veux en venir? C'est pour ça que je me suis permis de te parler de MySpace. C'est que c'était vraiment au début de ce truc-là. Tu vois où je veux en venir? Totalement. Donc en 2002, ils savent pas qu'il y a des Renois en France.
Moi, quand j'arrive là-bas, je suis une sorte de coqueluche ou en mode, ils appellent tout le monde. Ouais, viens, il y a un Français, c'est un Renois, de trucs, de nanana, tu vois. Et moi, la première fois que je vais là-bas, déjà, j'avais pas d'oseille, j'avais 17 piges, frérot. Je prends qu'un billet à aller. Moi, mon contact, s'il vient pas me chercher à l'aéroport, je suis un SDF. Non, c'est réel. Je vois totalement. Je suis un SDF. Et en fait, je suis tombé sur un mec qui s'appelle Thomas Solis. Lui, il faisait ce qu'on appelle du Chicano rap. Et il avait un label qui marchait super bien là-bas. Et il était super en place. Il avait sa villa et tout. Il vient me chercher à l'aéroport. Et moi, je vais dans sa maison et j'embrasse la culture Chicano. J'embrasse les États-Unis. Et en fait, c'est lui qui me montre le hustle que je fais encore au jour d'aujourd'hui. En fait, lui, je t'explique rapidement, tu vas comprendre. Il y a des gens dans sa ville, il les paye 5 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros pour que ces gens leur fassent des projets. Et en fait, il les fait en CD. Toute la journée, il va voir tous les disquaires et il les vend. 200. C'est 200 pièces, 300 pièces, 1000 pièces, 1000 trucs, nanana. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'il s'est fait son oseille. En vendant les t-shirts, des trucs. Et ça fait qu'en fait, des fois, il y avait des producteurs ou des artistes indépendants, en fait, qui n'étaient pas spécialement connus, mais qui vivaient plus que très bien. Et ça m'a mis une ampoule dans le cerveau en mode, d'accord, en fait, t'es pas vraiment obligé de signer ou faire ces trucs-là. Et en fait, c'est lui qui m'a vraiment appris le hustle. Tous les jours, j'étais avec lui, dans sa voiture. Il allait à droite, à gauche, vendait des t-shirts par-ci, par-là, il posait des t-shirts, des trucs. Il rentrait le soir, il avait 10 000 balles dans sa poche. En une journée, des fois, mon vieux. Et j'ai compris que l'industrie, en fait, c'était pas ce qu'on pensait. Et avant qu'on revienne à... Pardonne-moi, je m'éparpille. Non, t'es parfait. Tu sais, après ce premier voyage, j'ai cru que j'allais rentrer plus américain. Mais en fait, je suis devenu plus français quand je suis rentré. Parce que j'ai compris que c'est pas le fait que tu t'habilles comme eux, tu aies une attitude comme eux et tout, que les Américains, ils aimaient. Ils aiment ta différence, le fait que nous, on soit français, qu'on ait notre culture, etc., etc. C'est pour ça que quand je suis rentré, j'ai pris du recul, j'ai dit, non mais les mecs de Sarcelles, là, qui ont leur code basket blanche, cartonné de trucs, c'est nos codes, c'est nous, nos cuir skin, nos trucs. J'ai embrassé ça à 1000%. Tous les gens, en fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont toujours cru, mais Jizo, il est super américain ou autre. Man, t'as rien compris, man. J'ai compris quand je suis allé là-bas, dès mon premier voyage, que nous, ce qu'on a là en France, notre culture, notre manière de parler, s'habiller, même ce côté africain, il est tellement important, mon bouc. Tu vois où je veux en venir? Je vois totalement où tu veux en venir, frère. Tu parles bien, tu parles juste. Et je partage totalement ton propos, sincèrement. Et la première fois, t'es resté combien de temps aux États-Unis? Alors, la première fois que j'y suis resté pratiquement 6 mois. Et en fait, quand j'y suis allé, comme je te l'ai dit, moi, j'étais avec la communauté latino, etc. Et mon premier contact que j'ai eu, c'était Prodigy de South Central Cartel. C'est le premier black mec de gang Crips que j'ai connu. Et en fait, lui, sans rentrer dans les détails, il m'a un peu initié au truc Crips, etc., etc. Et c'est lui qui m'a ouvert les portes. En fait, c'est un Rolling 60s. Et Nipsey Hussle, en fait, c'est un Rolling 60s. C'est lui qui m'a ouvert. Je lui dis, je parle déjà avec lui, etc. Il me dit, non, t'inquiète, je vais appuyer. Maintenant, t'es avec nous. C'est lui qui me fait la passe pour Spice One. C'est lui qui me fait la passe pour MC8. Et moi, je te parle de ça. C'était en 2002. Mon vieux, j'ai 16 ans. J'ai 17, 18 ans. J'ai pas d'oseille pour payer ces mecs-là. Ça se fait naturellement. Tu vois où je veux en venir? Les corps, les ci, les ça, ça se fait naturellement. Tu vois où je veux en venir? Et ces connexions, bon, on les a concrétisées quand j'ai connu Case de Réciproque. On y reviendra, tu vois. Mais là, je voulais juste t'expliquer l'idéologie dans laquelle je suis parti aux États-Unis et dans laquelle je suis revenu. Tu vois? Je vois totalement. Et comment on fait justement pour... Parce que là, clairement, tu es en train de vivre un dream. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je vis mon rêve américain, frérot.
clairement. Il faut que tu saches, Sherman, pardonne-moi, Je t'en prie, mon frère. quand je reviens à Grigny, tu sais, toi qui as grandi à Sarcelles, tu sais que nous, en tant que Renois, on joue des coudes. Totalement. Et quand tu reviens et qu'ils savent que tu as fait ci, que tu as bossé avec truc et tout, ils devraient. Toi, tu viens avec beaucoup d'amour. J'ai fait ça, les gars, le truc. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est pas moi qui a fait ces bails-là? Tu vois, c'était aussi difficile. Tu vois, ça, c'est un truc que les gens ne captent pas aussi. Mais c'était difficile aussi pour moi, ça. Est-ce qu'on t'a cru? On m'a cru parce que je savais qu'on n'allait pas me croire. Donc, moi, je suis parti là-bas avec des vidéos, avec des caméras, Voilà. les premières caméras ou autres. Même mon propre père ne m'a pas cru. Hein. Lui, en fait, quand je faisais des trucs avec les MC8, les Prodigy et tout, il n'entendait pas trop parler de ça. C'est plus longtemps après. Moi, la première fois que je suis allé aux États-Unis, c'était vers 2002. C'est vers 2008 que j'ai fait mon truc avec Snoop. C'est là, il a appelé ma daronne. Il a dit, c'est vrai son truc là avec Snoop Doggy Dogg. Ma daronne a fait, ouais, il lui a envoyé une photo et tout, le truc. Mais, pour revenir à ce que tu m'as dit, même quand j'allais au quartier, au début, allez, vas-y, 60%, ils ne me croyaient pas, tu vois. Mais j'avais les vidéos, j'avais les trucs. Donc, tu vois, c'était concret, c'était pour de vrai. Et comment t'as fait pour te relever? Parce que tu marches avec les Rolling 60s, on te parle de gangbanging, Ouais. on te parle de toutes ces choses-là. Toi, t'as 17 ans, tu vis un rêve éveillé, tu vois ce que je veux De dire? fou. Mais là, c'est du concret. Ouais, de fou, de fou. Moi, j'embrasse tout ça. Eux, ils sont tous plus vieux que moi. Moi, je suis plus jeune qu'eux. Donc, en fait, il me prend indirectement comme un petit frère. Et t'es le Frenchie, Sherman. T'es le Frenchie. C'est-à-dire que même à un moment, le premier mec qui m'a accueilli là-bas, c'était un Chicanos. Les Chicanos et les Renois, c'est pas terrible. Et lui, des fois, il y avait beaucoup de Chicanos. Il me ramenait à des réunions, à des trucs où il y avait beaucoup de Chicanos. Dès que tu dis que t'es français, ils oublient que t'es Renois, frérot. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et même chez les Renois, chez l'entourage de Prodigy, etc., dès que tu dis que t'es français, ils sont plus curieux de « Ah, en France, c'est comme ci, ah, en France, c'est comme ça, il y a des Renois, trucs, ah, la Tour Eiffel, ah, si, ça. » Tu vois où je veux en venir? Donc, il n'y a pas cette espèce de truc de gangbang de locaux. Tu vois où je veux en T'étais venir? épargné. Exactement. Mais tu vois, même c'est compliqué parce que quand je parle avec des gars qui partent à Los Angeles, ils disent que tu ne peux pas t'habiller comme ça. Ouais, c'est vrai, ça, Tu par vois, contre. là, c'est même, on parle même plus du bleu et du rouge, là. Ouais. Là, je te parle de jaune, Ouais. de noir. Ouais, ça, c'est venu tard après ça. À cette époque-là, il n'y avait pas tout À ça. cette époque, c'était un petit peu tendu entre les Renois et les Latinos, mais il y avait ce truc-là que pour les Bloods et les Crips, le rouge et le bleu. Tu vois, il y a des endroits où tu peux te faire shoot pour de vrai. Exactement. Exactement. Et tu sais, moi, en tout cas, étant plus jeune, je regardais les Américains avec des gros yeux. Parce que quand tu regardais les séries, les gars, ils avaient je le suis content que tu bomber. parles de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient le bomber. Toujours frais, Ouais. toujours en avance. Tu te dis, putain, je suis né dans le mauvais Ah ouais, pays, là. de ouf. Putain, qu'est-ce que je fais ici? Tu vois ce que je veux dire? Mais plus les années passent, et moins je suis en phase avec leur Je suis culture. content de ce que tu me dis. Tu sais pourquoi, Sherman? Dis-moi, mon Renoir. Alors moi, en fait, je vais te raconter une anecdote. Il y a quand je traînais beaucoup avec Prodigy, à un moment, en fait, j'ai côtoyé LV. LV, c'est celui qui a fait le titre Gangsta Paradise avec Coolio. Et mine de rien, c'est quelqu'un de très respecté là-bas. J'avais même l'impression que c'était le chef de leur section. Et à un moment, en fait, on va au resto ensemble. Et moi, j'avais toujours une image de les Américains, ils sont comme nous, c'est des Africains, ils savent que c'est des Africains, etc., etc. Et en fait, à un moment, Elvie, il me dit « Non, 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 nous, on n'est pas comme vous, nous. » Je dis « Mais si, vous descendez d'Afrique, etc. » « Non, 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 nous, on est des Afro-Américains, on n'est pas des Africains. »
Et en fait, ça a fait un truc dans mon cerveau. Tu sais, nous, en tant que jeunes Renois, on s'est toujours identifié, comme tu l'as dit avant, les Eddie Murphy, les mecs dans les séries. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils s'habillent bien, ils sont trucs, etc., etc. Mais quand Elvi m'a fait cette espèce de rappel, je sais que tous les Américains ne pensent pas comme ça, mais quand il m'a fait ce rappel de qu'il y a des Renois, en fait, qui considèrent qu'ils sont pas comme nous, Africains, tu vois, ça m'a vraiment peiné. Et ça m'a fait un truc en mode, quand tu rentres, sois encore plus fier de ce que t'es, tu vois. Ça m'a vraiment peiné parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Même au jour d'aujourd'hui, je le respecte beaucoup. J'ai beaucoup voyagé avec lui, il faut que tu le saches. Quand ça allait bien, je l'ai ramené en Russie, je l'ai ramené au Moyen-Orient, je l'ai ramené sur la tombe de Jésus. On a fait des big moves avec Elvi, tu vois. Mais ce truc-là, ça m'est resté en travers de la gorge quand il a dit non, nous, on n'est pas des Africains, on est des Afro-Américains. En fait, je comprends. Mais là, je me suis dit, putain, donc le Sam, il a réussi à faire un boulot deep sur les Renois américains. Putain de merde. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, deux choses. Elvi, il est dans le gangster shit. Il est... Eh frérot, je crois que même sa vie est plus deep que celle de 50 Cent. Je crois qu'il doit avoir au moins 10 ou 15 impacts de balles. C'est un ancien dealer de crack qui est parti en tôle et tout. Mais il a une voix de mec béni comme pas possible, qui chante dans les églises, etc. C'est un big OG là-bas. Or que quand tu le vois comme ça, il a le sourire, Absolument. il a le truc, c'est impressionnant. Et Prodigy, or qu'il a plus la stature du Boog du Hood et tout, il m'a fait comprendre que non, c'est un Boog. Tu le vois comme ça là, mais c'est un Boog. La boutique là que tu vois, c'est à lui. Tu vois son téléphone là, il sonne depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il sait tout ce qui se passe là dans la ville. Non, Elvis, c'est un Boog. C'est un Boog, frérot. Comme quoi, il faut jamais juger un livre à sa couverture. Jamais. Totalement. Quelle leçon. Et le second point, c'est que c'est quand même fou parce que comme tu l'as si bien dit, pour reprendre tes dires, le message a été dilué. Ouais. Ils ont réussi. Tu sais, ils ont enlevé leur nom de famille. C'est ce que, et tu vois, même tout à l'heure, tu parlais de Pâques. Pâques, à sa naissance, il s'appelait, c'est notre famille, je crois que c'était Cooks ou Crooks. Exact. Tu vois. Et Afeni, elle a dit, on enlève ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est beau. Et en fait, moi, je vais te prendre un exemple français cette fois-ci. C'est qu'au début ou du moins au milieu des années 90, il y avait une séparation entre les Africains et les Antillais. Ouais. Nous, à Sarcelles, grosse communauté afro-caribéenne, comme tu le sais. Mais tu sens... Alors, c'était pas de la tension, mais il y avait quand même une petite rivalité. Un truc palpable, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'était nocif. Aujourd'hui, ce truc a totalement disparu. Mais moi, j'ai vu des couples ne pas aller au bout à cause de ça. À cause de ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, et là, je vais te reparler, excuse-moi, du problème américain, mais c'est à cause de toutes ces choses-là aussi que j'ai moins d'intérêt. Pareil. Et aujourd'hui, par exemple, quand ils mettent les pleins phares sur l'afrobeat, le Ghana, Naija. En vrai, ça leur fait chier. Hein. En vrai, Sherman, de toi, moi, et je sais que tu le sais au fond de ton cœur, en vrai, ça leur fait chier. Parce qu'ils veulent que ce soit une musique de chez eux qui soit mise en avant. Et en fait, le fait que des gens comme Burna ou d'autres prennent la place, ça dilue et ils sont moins d'oseille chez eux. C'est logique. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a certaines mentalités quand même qui évoluent? Parce que quand moi je vois Kélis qui va s'installer au Kenya. Sur ça, oui. Parce que ça, c'est des Américains réveillés. Ok. Ciara qui va... T'as suivi l'histoire de la tantine qui a un salon de coiffure avec au moins une centaine de J'en ai entendu parler. Qui bossent à l'intérieur. Absolument. Et que les Américains renois ont boycotté son salon en mode oui, les Africains ils prennent toute notre place, tu vois, nana. Tu te rends compte du n'importe quoi?
Et tu penses que nous, éveillés à notre âge et avec notre perception des choses de maintenant, tu penses que nous, là, on va valider ça? Ça me fait encore plus... Ça me dégoûte, moi. Ça me dégoûte, frérot. Tu vois, cet amour que j'avais pour les États-Unis et leur excellence sur plein de points, pardon, elle a baissé niveau 2. Tu vois? Et je sais que toi aussi, c'est un peu la même chose, mon frérot. Je le sais. En tout cas, j'encaisse tes mots. Sincèrement. Et c'est triste. Hein. Alors, t'es en train d'avancer, tu fais des allers-retours entre ici et là-bas. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu t'es installé là-bas? Non, pas vraiment. J'ai un pied-à-terre, c'est-à-dire le premier gars qui a cru en moi pour mon premier projet, qui s'appelait Ange ou Démon. Et lui, en fait, ça devient vraiment... c'est comme on dit en France, c'est vraiment la famille, tu vois. Donc, quand je fais des allers-retours, je vais chez lui, ou sinon, en fait, je suis en lien avec avec Prodigy, pardon. Et moi, quand je retourne en France, il me faut de l'argent pour repartir là-bas. Donc, je vais être franc avec toi, je fais des conneries. Deal. Et en ce moment-là, en fait, moi, je rencontre Case, qui est du groupe Réciproque. Case, en fait, déjà, c'était quelqu'un de très important pour moi parce que moi, j'ai suivi son parcours. Très peu de personnes parlent de lui au jour d'aujourd'hui, mais à l'époque, il était devant Céline Dion quand il a sorti son projet. Céline Dion, c'est quelqu'un. Et c'était un gros succès. Donc d'ailleurs aussi, big up au Bouc des Bosquets, big up à Clichy-sous-Bois, Montfermeil. Et Kay, c'était vraiment quelqu'un de très important à mes yeux, et surtout aux gens de mon quartier, parce que nous, tu sais, on a un amour spécifique pour ce qui caresse la West Coast. Et lui, en fait, c'était de la West Coast de banlieusard. Tu sais, je ne vais pas trop m'étaler sur ça, mais tu sais, on a beaucoup caricaturé les gens qui faisaient de la West Coast en France. Mais lui, c'est le premier mec avec avec Kamel d'Alliance Ethnique, entre guillemets. Mais Kay, c'était vraiment le premier mec qui a fait de la West Coast de banlieusard, avec des codes de chez nous, on arrivait à s'y reconnaître et s'y retrouver. Donc, en fait, quand on a réussi à se contacter, pour moi, c'est tout droit, tu vois. Vas-y, on bosse ensemble. Tu vois, lui, en plus, à ce moment-là, malheureusement, en fait, il sortait de tôle. En fait, pendant son ascension, il a eu un problème. En plus, il avait rien à voir dans le queutru et il est parti en tôle. Et à cette époque, c'était pas comme aujourd'hui où quand tu sors de tôle, ça y est, t'as les pleins phares sur toi, tu vois. La maison de disques, c'était un peu compliqué. Il a fait un magnifique album solo qui, pour moi, est un classique dans les délires West Coast français. Et en fait, moi, je l'ai attrapé après ce run-là et on a matché de fou malade, tu vois. Et moi, j'avais déjà mon pied-à-terre aux États-Unis, tu vois. Et je lui ai dit, vas-y, frérot, viens, on fait un projet ensemble. Là, le morceau, parce que j'avais fait un morceau avec lui, je lui ai dit, le premier morceau qu'on a fait ensemble, ça match. Je lui ai dit, vas-y, let's go, tu vois. Il me donnait de l'énergie. Moi, je lui donnais de l'énergie. Il voyait que j'étais beaucoup dans le deal de dope. En plus, c'était de la dope dure que je dealais. Il me dit, il faut que tu arrêtes tes conneries, ton truc. Vas-y, viens, on essaye de faire les trucs, etc. Et je me suis lié d'amitié de fou avec lui. Pourtant, il est 2 générations au-dessus de moi, mais j'ai un respect infini pour le grand ref, quoi. C'est beau le témoignage que tu livres, frère. Sincèrement, j'espère qu'il appréciera ces paroles aussi pleines d'amour et de respect. Et toi, tu étais dans le hustle. Ouais, de ouf. Malgré toi, là, j'ai envie de te dire, pour le coup. Fallait du cash. Est-ce que tu es tombé dedans? Je vais être franc avec toi. À ce moment-là, absolument pas. Pourquoi? Parce que les codes du quartier, en fait, ils sont trop puissants dans... Tu vois, vers ces années-là, c'était en mode... non, si tu touches ça, truc, tu vois, tu connais. Après, je vais être honnête avec toi. Quand j'ai connu quand je commençais à avoir du cash, un certain
j'avais un certain train de vie ou autre où je me suis laissé aller à tester des queues-trucs. Ouais, à tester des queues-trucs. J'ai pas honte de te le dire et même j'ai presque envie de te dire que c'est bien que j'en parle même. La weed m'a eu, l'ecstasy m'a eu, la C m'a eu, et aux États-Unis, avec un artiste qui est très connu dont je dirais même pas le nom, il m'a fait tirer sur un queutreux, sur la pipe à un moment, tu vois. Et Dieu m'a tellement béni que ces choses-là ont duré qu'une seule fois parce que c'était pour tester. Le seul truc qui m'a eu, c'est la même drogue que tonton Snoop Dogg, c'est la weed. Mais Dieu merci, en fait, je suis jamais tombé dans une addiction de drogue dure, tu vois. Tu sais, nous, on avait fait une campagne de sensibilisation il y a quelques années ici, où, voilà, j'ai échangé avec une personne qui se battait contre ses addictions, et elle m'a dit qu'elle avait tiré une seule fois sur la pipe et qu'elle était devenue accro. Toi, tu contredis ces... Ah, moi, je te le contredis triplement même. J'ai tiré avec un artiste qui est très, 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 très connu, dont je tairai le nom. Et Dieu merci, c'était dur pendant 3-4 jours après. Je sais pas si c'est après le fait que je voyageais et ça m'a remis, tu sais, juste après ça, en fait, moi, j'ai voyagé. Je suis parti au Moyen-Orient. Donc, même si j'aurais voulu refaire ou autre, j'aurais pas pu de toute façon. Donc, c'était très dur. Tu vois, pendant 3-4 jours, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais l'addiction ne m'a absolument pas touché. Dieu merci. Dieu merci. On est en quelle année, là? Je crois que ça, c'est vers les 2010, entre 2010 et 2012. Parce que je faisais beaucoup d'allers-retours Russie, États-Unis, Moyen-Orient. Tu sais, le Moyen-Orient, c'est une petite aparté. Hein. Mais ça me tient à cœur d'y aller parce que, en fait, le Moyen-Orient, moi, à l'époque où je bosse avec Case, j'ai un ami, en fait, qui bossait sur le management avec nous et qui avait d'ailleurs l'artiste en France qui marche énormément, Amir Haddad. En fait, nous, on était les premiers producteurs de Amir Haddad. Ouais. Ok. Ouais. Et en fait, Amir Haddad sortait d'un truc l'équivalent de Nouvelle Star. Un télécrochet. Voilà, qui s'appelait Kohav Nolad. Et en fait, nous, on l'a chopé juste après ça. Et nous, on était les premiers producteurs de Amir. Et donc, ça veut dire que nous, businessmen, on faisait d'autres trucs. Moi, je faisais mon son ou autre, mais on avait la main mise aussi sur d'autres trucs qui nous ramenaient du cash. Et moi, j'allais souvent au Moyen-Orient. Et tu sais, c'est un sujet qui est délicat, tu vois. Moi, je me suis jamais exprimé sur les trucs qui se passent à Gaza ou autre. Moi, en fait, ce qui me fait un peu chier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la Palestine et de ce qui se passe à Gaza ou autre. C'est un truc de ouf. C'est un génocide, quoi qu'il arrive. Et même mes amis Feuge savent et le diront que c'est un génocide. Mais il y a des fois, en fait, certaines personnes, ils prennent la parole, mais moi, j'y suis allé pour de vrai, moi, en Israël. J'y suis allé pour de vrai en Palestine. J'y ai passé plusieurs mois, moi, là-bas. Mais, frérot, ils parlent de ça comme si c'était leur combat. Frérot, moi, je me sens plus impliqué par ce qui se passe au Congo, au Soudan et dans nos pays à nous, frérot. Il se passe un truc de ouf là-bas à Gaza, mais faut qu'il y ait des gens qui savent modérer leur discours parce qu'en fait, ils ont un prisme de loin avec des choses qu'ils voient sur Internet. Je vais m'expliquer pourquoi je te parle de tout ça. C'est que moi, j'ai beaucoup d'amis feuges. J'ai beaucoup d'amis très musulmans et très rebeux, très, tu vois. Et je prends jamais position parce que en fait, une partie de ce que je sais faire en termes de business, c'est grâce à mes feuges. Une partie de ce que je sais faire dans ma vie pour le hustle ou pour plein de choses c'est grâce à mes rebeux.
C'est grâce aussi à mes frères muses. Je pense que la spiritualité et la droiture et l'idéologie que j'ai dans ma vie et qui me fait vivre encore au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que j'ai pu absorber en étant avec ces communautés-là, tu vois. Mais ça me déplaît qu'il y a des gens, en fait, qui prennent position alors qu'ils savent pas vraiment, vraiment, vraiment ce qui se passe là-bas, ou quand chez eux, il se passe 20 fois pire. Voilà. C'était juste la petite parenthèse que je voulais dire par rapport à ça. En gros, Sherman, moi, j'y suis allé plusieurs fois. Et j'ai une vision différente, moi, par rapport à tout le monde. Tu vois. Je sais que ça fera beaucoup débat, ce que je viens de dire, et ça plaira pas à beaucoup de gens. Mais moi, quand j'étais à l'école, il y avait des feuges, il y avait des muses, il y avait des chrétiens, il y avait des... Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y avait pas ce truc de... On joue des coups, on était tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je prône on est tous ensemble. Les feuges, ils savent quand vous dépassez la limite, quand ils dépassent la limite et quand ils font des trucs de ouf. Là-bas, il y a beaucoup de feuges qui sont contre ce qui se passe à Gaza. Tu vois, et ça aussi, faut en parler. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que des sionistes. Tu vois où je veux en venir? Donc, c'est important de le dire. De toute façon, tu dis ce que tu as sur le cœur. Après, Ouais. moi, je veux juste préciser que tous les morts ont la même valeur. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est important ce que tu viens de dire même là. C'est l'essence même du discours qu'on essaie de maintenir à chaque De fois. fou. C'est pour ça que j'ai du respect pour toi, Sherman. C'est réciproque, mon frère. Je te remercie. Sincèrement. Alors, tu t'es un peu worldwide. Ouais, de fou. On va partout là, excuse-moi. Non! En Russie. Mais c'est truc. ça qui est bien. Tu parles de production, tu dis que t'as, même avec Elvi, Mhm. tu l'as emmené partout. Ouais. Lui est Prodigy, ouais. Mais pourquoi? Pour faire des concerts à l'étranger. En fait, ce qui était bien, c'est qu'on avait des liens par-ci, par-là, pour faire des festivals, des trucs, etc. Et on voulait faire manger les OG de South Central un peu, tu vois. Est-ce qu'on t'a fait comprendre que t'es là-bas, South Central, etc. Ils sont cool avec toi. Mhm. Mais à un moment donné, il faut que tu rendes l'appareil quelque part. Moi, j'ai jamais eu ce truc-là. J'ai jamais eu ce truc-là parce que déjà, ça s'est fait naturellement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est mes amis de ouf. C'est très important de dire ça. C'est mes amis de ouf. Je connais leur famille. Et après, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais quand t'es affilié aussi un peu, tu vois. C'est un échange de bons procédés, mais ça caresse pas la violence quand c'est bienveillant. Moi, en tout cas, je touche du bois. J'ai jamais eu ce genre de problème-là, tu vois. Mais il faut pas jouer au con aussi. Faut pas jouer au con aussi. Voilà. Comme quoi, va. Je te resignifie que la plupart des artistes que j'ai eu sur mes projets, à 90%, c'est des Crips. Ok. Donc, t'aurais pas pu faire un truc avec The Game. J'ai fait des morceaux avec des Bloods. C'est pas problématique. Mais mon side, c'est plus du côté des Bleus, on va dire. Et je le crierai jamais sur les toits en France parce qu'on est en France et parce que même je déteste les gens qui font ça ici. Parce qu'il faut pas ramener cette merde-là ici. Absolument. Absolument. On a d'autres problèmes bien plus importants, rien qu'avec les rixes dans les tiécars et les tiécars contre les tiécars. Il faut pas du tout ramener cette merde, donc j'ai pas envie de m'amuser à ramener cette merde ici, tu vois. Donc là, la musique te fait vivre. Ouais, totalement, et me fait voyager. Je deviens marié à la musique parce que justement, elle me fait voyager. Et tu sais, tout à l'heure, tu as sorti de bons exemples en disant que là-bas, à LA, tu as vu des gens s'en sortir. Et c'était pas des gens qui étaient mis sur le devant de la scène. Tu vois, donc tu as appris le métier, les ficelles du Totalement. métier. Magnifique. Et on a vu même que des mecs comme Currency, on aime beaucoup cet artiste. Tu vois,
finalement suivaient le même process, tu vois ce que je Totalement. veux dire? Et toi, direct, c'est des mecs que t'avais targetés. Mais totalement. Mais viens, on parle business juste pendant quelques instants. C'est très simple. Quand tu fais un produit, même admettons, tu sors un projet par an, businessment parlant, un t-shirt, ça coûte 15 €. Un CD, ça coûte 15 € à peu près. Quand tu n'as pas de middleman, ça veut dire d'intermédiaire. Grosso modo, si tu touches ne serait-ce que 500 personnes, c'est peu, hein, ou 1000 personnes, fais le calcul. C'est comme si tu fais 30 € multiplié par X, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Parfois, c'est l'équivalent d'une avance dans une maison de disques. Une avance, c'est quelque chose que tu dois rembourser. Et là, en fait, parfois, quand on se concentre juste sur un nombre précis de personnes, frérot, tu peux faire de Alpha 520, il en est l'exemple. Tu vois où je veux en venir? Absolument. Donc, en fait, moi, cette méthodologie, je l'ai compris très rapidement. Et c'est pour ça que j'ai jamais signé. Si j'aurais pu signer, je l'aurais fait. Mais moi, cette méthodologie me faisait très bien vivre, entre guillemets, tu vois. Donc, Currency, comme tu as dit, c'est un très bon exemple par rapport à ce modèle économique, tu vois. Frérot, quand tu sors un projet, les gens, en fait, sont tellement abrutis par les paillettes et les choses, etc., etc. Mais comme je te l'ai dit, si 500 personnes, 1000 personnes achètent ton produit, tu vois, quand tu sors un projet, faut pas être concentré sur les plateformes. Pour moi, les plateformes de streaming, c'est la plus grosse arnaque qui existe. En fait, pour moi, il faut vendre quelque chose de physique, un t-shirt, une prestation, un concert ou autre. Et même si tu touches ne serait-ce que 500, 200 ou 1000 personnes, tu peux vivre 1 an avec ça. Moi, je viens de Grigny, mec. Donc, ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir 5000 € par mois. J'en ai rien à foutre des Louis Vuitton, des trucs, des je sais pas quoi. Si mes factures sont payées, j'ai ne serait-ce que aller 2 fois un SMIC ou 3 fois un SMIC, ça me va très, très, très bien. Je n'ai pas besoin et je n'ai jamais eu j'ai cet amour pour le luxe extrême. Tu vois où je veux en venir? Moi, pour moi, quand je touche de l'oseille, si ça me paye 6 mois du loyer, 6 mois de ça, au truc, je suis déjà gagnant. Donc, c'est-à-dire que moi, mes proportions ou mes ambitions, ils ont toujours été raisonnables parce que je sais qu'avec ça, je peux vivre convenablement. Tu vois où je veux en venir? Ce qu'on veut quand on rentre à la maison, c'est la paix. Moi, je veux juste la paix de mes factures sont payées, la daronne va bien ou autre. J'ai pas besoin d'extra. Parce qu'en fait, les extras, c'est ça qui te ramène les problèmes. C'est ça qui te ramène la jalousie. Et c'est ça qui fait que tu attires les regards. Tu vois où je veux en venir? C'est ma perception à moi. Je sais que c'est pas la perception de tout le monde. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et j'ai compris que si je voulais durer dans la musique, parce que moi, je suis vraiment un amoureux de la musique, comme tu le sais, ça m'a fait énormément voyager. Je me suis dit, faut que je tienne cette rigueur-là, tu vois. Donc voilà mon idéologie par rapport à ça. En tout cas, je respecte le hustle, hein, sincèrement, mon frère, sincèrement. Et alors, c'est très bien parce que la stratégie est bien définie. Tu fais des va-et-vient entre les US, Moyen-Orient, France. Ce petit triangle-là. Mm-hmm. Et d'un point de vue familial, Mm-hmm. est-ce que c'est pas compliqué? C'est très compliqué. Je vois très peu ma mère, je vois très peu mes sœurs. Et il y a un moment aussi, tu sais, c'est bien d'aborder aussi ce bise-là, de ce côté-là. Il y a un moment aussi, ça marche pas aussi comme prévu. Donc, je rentre en France, je vais taffer, mon vieux. Comme les gens normaux. Mais j'ai déjà fait mes queues avec Snoop, mes trucs, mais non. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, quand j'ai fait mes trucs avec Snoop, c'était vers 2008. C'était sur les prémices d'Internet. Quand je mets ma rencontre avec Snoop sur YouTube, qui est encore au jour d'aujourd'hui sur Internet, les gens ils me disent, mais ils comprennent pas. Je suis probablement l'un des premiers mecs à faire ce qu'on appelle une web TV. C'est encore sur Internet au jour d'aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas. Ils se disent, c'est qui ce Français qui est là-bas dans la maison de Snoop ou autre? Bref. Mais tu sais, la musique, c'est comme si c'est comme ça. Il y a un moment, le cash, ça fonctionnait plus comme prévu. Donc, je rentre en France, je taffe, mon vieux. Mais l'ego, comment il se sent à ce moment-là? C'est difficile, mon vieux, mais ça fait partie du jeu. Tu faisais quoi sans indiscrétion? Ah, tu sais quoi? Tu vois l'endroit où on est là? Ouais. Il y avait une société là, juste à côté, d'ici là, frérot. C'est pour ça que ça m'a fait bizarre quand je suis venu ici. Et je bossais là, moi, j'étais responsable régional. Je sais pas si on peut dire le nom, mais j'étais responsable régional dans une société qui fournit en gros les restaurants et les pizzerias de toute l'Île-de-France, voire toute la France, tu vois. Et ça va, j'avais un bon poste, mais des fois, tu pouvais me voir avec la tenue bleue à bosser à moins 25 degrés dans le froid. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, avant ça, Maldives, Jamaïque, Moyen-Orient, Russie, truc, mais à un moment, le cash, ça tourne plus comme prévu. Donc, il faut que tu fasses ton tease, mon vieux. Tu vois où je veux en venir? Je vois totalement. Donc, j'ai connu ça, quoi. Et quand J'ai connu ça, Mais frérot. ça, c'est le hustle aussi. Et quand tu avais les fat pockets, Ouais. pourquoi t'as pas investi? Parce que en fait, j'étais en train de vivre pleinement mon rêve américain. Je vivais comme si tout allait s'arrêter du jour au lendemain. Le meilleur chose que j'ai réussi à faire, c'est de sortir ma daronne du ghetto et de la ramener dans un truc un peu plus deep dans le 92, tu vois. Mais frérot, en fait, je voulais tout ce que j'ai vu à la télé. Donc, je m'achetais tous les vêtements, jamais trucs de luxe, hein, mais, tu sais, mes trucs de la culture, du hip-hop, du truc, je voulais mes que trucs. J'ai profité, j'ai voyagé. Et à un moment, en fait, ça devient beaucoup plus lent que prévu, donc il faut partir au charbon. Mais je te jure que quand j'allais au charbon, c'est étrange ce que je vais te dire, mais j'y allais avec le smile. Dans le sens où ça fait partie du jeu, frère. Ça fait partie du jeu totalement, mais est-ce qu'il n'y a pas des regrets un peu? Zéro regret. Tu sais pourquoi j'aurais jamais aucun regret, mon Book Sherman? Tu sais, prends du recul. Tu vois, là, on a parlé de la moitié de mon histoire. J'ai travaillé, j'ai fait de la musique avec tous les gens avec qui j'aurais pu rêver ou autre. J'ai voyagé ou rencontré des gens que jamais j'aurais pu rencontrer si j'aurais pas été dans la musique. Ma daronne, dès que je rentrais, elle avait son chèque. Moi, après, bon, je dépensais de mon côté, tu vois. Mais même avec du recul, je faisais pas assez d'argent pour pouvoir investir sur des choses plausibles. Quand j'ai commencé à travailler, étrangement, c'est là que j'ai investi. Tu vois, je travaillais dans un truc de fournisseur de pizzeria à Romainville, j'ai eu ma pizzeria. Ça, c'était mon premier investissement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien entendu, bah, j'ai la moitié de vingtaine, un peu plus, tu vois. Donc là, mon cerveau commence à changer. Donc, voilà, tu vois où je veux en venir, mais je te jure, j'ai aucun regret. Et tu sais, moi, je crois au créateur, mon vieux. Tu vois, le créateur, il a un plan spécifique pour moi. Et chaque jour qu'il m'offre, pour moi, c'est une opportunité. Donc, le matin, j'ai les genoux au sol pour de vrai, mon vieux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, tu sais, et puis je suis avec des gens qui sont un peu fous autour de moi. Tu sais, il y a mon grand frère Dunback. C'est l'un des frères les plus spirituels que j'ai rencontrés de toute ma vie. Et je pense qu'il a transmis aussi cette spiritualité à Alpha 520, puisque Alpha 520, il aime énormément aussi ce mec-là. Et moi, il n'y a rien au-dessus de mon créateur. J'ai peur que de mon créateur, mon vieux. Je sais que mon créateur, malgré mon enfance deep, il a un plan précis pour moi. J'y crois dur comme fer, Sherman. Tu vois où je veux en venir? Je vois totalement où tu veux en venir. Shout out aux frères Dunback et 25. 25. Je me suis permis de parler de 25 parce que c'est grâce à lui que je signe mon premier projet en France. Mon premier projet solo, c'est grâce à Alpha 520. À l'époque, il travaillait avec
C'est pas. euh, C'était un aveugle. Musicast. Exactement. Et il avait ses entrées là-bas. Et t'as une mixtape sérieuse là. Il y a Corrupt, il y a Snoop sur ton truc et tout. T'inquiète, je veux parler au gars ou autre. Ah oui, il m'a glissé en. Mon premier projet solo, c'est grâce à Alpha 520. Je lui en dois une à vie au Boug. Et il le sait, de toute façon. C'est pour ça que dès que je peux le signifier, je le signifie. C'est vraiment mon frère, pour de vrai. 520. Et en plus, sans trop rentrer dans les détails, quand il a su aussi que Don Back aussi, c'était mon... Moi, je le connais depuis que j'ai 9 ans, Don Back, tu vois. Moi, quand je venais à Sarcelles, chez vous, il y a ce qu'on appelle Crenshaw. Ouais, exact. C'est mon père spirituel. J'ai pas honte de le dire, c'est mon père spirituel. Et Don Back, c'est quelqu'un d'important pour moi ou pour 520, tu vois. Et quand il a su que moi, j'étais le petit ref aussi à Don Back, il a embrassé aussi ma personne. Donc, tu vois, je suis obligé de parler des grands frérots, tu vois. Ils sont beaucoup plus vieux que moi, mais j'ai un respect infini pour les frérots. C'est important. Merci déjà de partager cette histoire. Ouais. Et c'est touchant, hein, le témoignage que tu nous livres, sincèrement. Et tout à l'heure, avant de démarrer, tu me disais que tu avais dit au frère des Sarcelles que tu viendrais ici. Ouais, de ouf. En fait, Ah, Sherman, toi aussi, tu m'as mis un coup de stress aussi quand j'ai su que j'allais faire l'interview avec toi. Donc, j'en ai parlé aux grands freux. Ouais. Et tu vois, les grands frères ils m'ont dit, à l'heure où on est en train de parler là, il doit scruter ta vie. Et il m'a dit, il est en train de scruter ta vie. Donc, il m'a dit, attention frérot, il faut que tu sois prêt. Donc ça m'a mis un petit stress, tu vois. Mais ils ont beaucoup d'amour pour toi, beaucoup d'amour sur ce que tu fais. Et puis en plus, Don Back, il m'a dit, Freux, au début, t'entends pas ce qu'il dit? Secte Abdoulaye. C'est un freudeux. Non, il est chaud. Enfin, tu vois comment. Absolument. Non, ça fait chaud au cœur, en tout cas. One love, que du love pour tout le monde, sincèrement. Yes. Et moi, comme je t'ai dit, je suis vraiment, vraiment admiratif sur ce que tu fais, sur ton hustle. Je te remercie. Ton éloquence. C'est beau, c'est grand et on doit s'inspirer, en tout cas, de cette humilité, de ce travail. On n'a pas fini. Hein. Ouais, non, je suis là pour, même si ça doit durer toute la nuit, je suis là. Mon gars, c'est magnifique. Et alors, moi, je voudrais qu'on parle un peu du Cap-Vert. Ouais. D'accord. Moi, je suis sénégalais, toi, t'es Cap-Verdien. On est des frères. On est des frères, ouais. Exactement. Tu sais, en parlant de 25, la dernière fois, il était agréablement surpris même de l'évolution de ton pays. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y avait désormais des aéroports internationaux. Tu vois, d'un point de vue touristique, le pays se porte bien. Totalement. Tu vois? Impressionnant. Toi, j'ai cru comprendre que tu avais des business aussi là-bas. Totalement. Toi, parle-moi de cette... Alors, je pense que ces 10 dernières années, Sherman, c'est impressionnant comment le Cap-Vert a évolué. Les routes sont goudronnées. Tu vois, c'est un détail à ce que je suis en train de te dire, mais les routes sont goudronnées. Le tourisme fois au moins 30%. Tu vois, c'est devenu un pays accessible, entre guillemets, à tout le monde. Faut pas oublier que c'est à 5 heures de la France. Exact. Moi, en fait, grâce à mon grand-père, en fait, il a des terres où il y a canne à sucre, manioc. On a au moins 19 variétés, tu vois. Et moi, avant, je regardais le Cap-Vert de loin. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit au début, tu sais, ma mère, elle est venue très tôt, en fait, en France. Donc, en fait, elle parlait avec moi que français. Et moi, mon père aussi, à l'époque où je suis parti le voir, il me parlait capverdien, mais tu vois, comme j'avais pas les bases. Et donc, je me suis dit, bon, on verra un peu après le Cap-Vert, mais bon. Moi, en fait, dès que mes grands-parents ils sont partis s'installer là-bas définitivement, je me suis dit, je vais reprendre avec mon grand-père l'agriculture, tu vois, et ce qu'il fait.
Et en fait, on a ouvert une distillerie de rhum. Et on fait le rhum de meilleure qualité qui peut exister au Cap-Vert. Moi et mon grand-père, on est sur ça. Et c'est un biz qui me tient à cœur. Et même pour aller plus large que ça, en fait, toi et moi, on a grandi en France. La vie devient de plus en plus chère ici. Aujourd'hui, en France, à 200 000 euros, tu peux avoir un truc sympa, mais il faut s'éloigner, voire aller en province, tu vois. Mais frérot, à ne serait-ce que 100 000 euros, au Cap-Vert, tu as une villa devant la plage, devant la mer, devant... Et tu sais, tu peux aller au restaurant pour 5 euros ou autre, et tu sais, le pays a évolué. Maintenant, c'est presque comme un pays européen. Donc, ça fait que moi, ça fait longtemps que mes perspectives de retour au pays, ils ont changé. Dans le sens où je me sens bien quand je suis là-bas. Le Cap-Vert, c'est un pays, mine de rien, où il n'y a jamais eu la guerre. Tu vois, c'est une dizaine d'îles, le pays se développe de fou. Et puis, il y a énormément de choses à faire là-bas, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc, tu sais, moi, je pense que je suis un peu comme toi, je suis très géopolitique. Je regarde ce qui se passe en Afrique, mais je regarde aussi ce qui se passe au Cap-Vert. Et moi, j'ai pour ambition de finir ma vie là-bas, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, j'ai un regard plus que attentif sur ce qui se passe au pays, spécialement au Cap-Vert. Et pour être franc avec toi, il y a des gens de chez toi aussi avec qui je prépare un projet intéressant qui doit se passer là-bas, mais je suis sur le qui-vive par rapport à ce qui se passe au Cap-Vert. Parce que pour moi, en fait, tu sais, la diaspora, elle est en train de se réveiller, mais elle doit encore plus se réveiller. Tu vois, il y a plus de Cap-Verdiens en dehors du pays que dans le pays. Tu vois, Boston, Hollande, France, Portugal. Et en plus, maintenant, tu vois, la plupart des gens qui sont dans l'équipe du Cap-Vert, là, qui viennent intégrer la Coupe du Monde, c'est des gens de la diaspora, tu vois. Donc, je pense que les choses bougent. Mais moi, j'invite les gens à revenir plus souvent au bled parce que c'est impressionnant comment le pays évolue. Tu sais, là, tu viens de m'interpeller, là, parce que tu as dit à Boston, il y avait beaucoup de Cap-Verdiens. Pas de fou. Et j'avais regardé un reportage sur Netflix sur les attentats de Boston. Ouais. Et il y a un ou des Cap-Verdiens qui ont perdu la vie, malheureusement. Donc, j'en ai pas entendu parler en plus. Il n'y a pas longtemps de ce que tu viens de dire. Là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une belle communauté là-bas. Tu sais, si je te dis pas de bêtises, je crois que carrément quand tu arrives dans la ville, entre guillemets, des Cap-Verdiens, genre dans les magasins et tout, c'est marqué en Cap-Verdien. C'est genre les panneaux, les trucs. C'est vraiment une ville capverdienne. Mais il y a un contexte historique qui explique ça? S'il y en a un, j'ai pas envie de parler d'un truc que je connais pas, mais apparemment, ça fait plus de 20 ou 30 ans que c'est comme ça, tu vois. D'accord. Et c'est impressionnant comment il y a une communauté forte là-bas, tu vois. Donc, même moi, pour te dire la vérité, j'aimerais bien partir là-bas parce que ça m'intrigue. J'ai beaucoup d'amis capverdiens qui sont partis là-bas. Ils m'ont dit c'est un truc de ouf. Et en plus, il y a des gens qui ont des vraies fortunes, à ce que j'ai cru comprendre. Ok. Mais ouais, il se passe des choses. Il se passe des choses là-bas. Ah, t'as éveillé ma curiosité, en tout cas, sincèrement. Et merci encore une fois pour tout ce que tu nous donnes. Franchement, moi, je me sens privilégié, sincèrement. Ah, je t'en prie. Alors, tu sais, là, tu me parles du Cap-Vert et de la belle évolution, mais tu sais, généralement, il y a toujours des facteurs qui les expliquent. Ouais. OK? Au Cap-Vert, quels sont les facteurs qui expliquent justement ces évolutions? J'ai l'impression qu'en fait, tous les ans, enfin, j'y vais pas tous les ans, mais à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression que le pays, il a évolué presque de 5 ans, en fait. C'est impressionnant. Même limite, pour te dire la vérité, c'est pour ça que je me suis vulgairement bougé le cul, parce que j'ai l'impression que ça va trop vite. Là, si tu retournes pas au pays là tout de suite, dans 10 ans, je me demande si ça va pas être aussi cher que pas la France, mais tu vois où je veux en venir? Totalement. Comme certains pays d'Afrique là évoluent aussi, tu sais, il y a des villes maintenant, c'est presque aussi cher que la France, hein, tu vois. À Dakar, par exemple, tu vois. C'est très cher. C'est très cher. C'est très cher. Mais c'est fou ce que tu dis, c'est marrant parce que
Il y a 10 ans, le Portugal Ouais. n'était pas aussi coté qu'aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, Portugal, c'est Ouais, c'est de de fou. plus en plus cher. Ouais, de ouf. Hein, quand tu regardes, il y a beaucoup d'art. Il y a beaucoup de Français, tout simplement, qui en ont marre de la France, qui vont au Portugal. Hein. Exactement. Ah, en tout cas, merci pour ce partage sincèrement. Et alors, toi, finalement, financièrement, aujourd'hui, ça se passe un peu pour toi? Ça se passe bien. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mon modèle économique a complètement changé. En fait, ce qui s'est passé, moi, c'est que à un moment, à la période où je travaillais, c'est la période étrangement où, comme moi, j'avais mon resto, etc., je me suis dit, je vais réinvestir, entre guillemets, sur moi. Et c'est là que j'ai fait mes plus belles créations visuelles. Il y avait mon clip Ice Cream Man qui a vraiment pété. Il y avait un autre son que j'avais fait, Karim Abdul-Jabbar avec Al Capote, qui a eu un très bon succès, etc. Et malheureusement, je vais être franc avec toi, mon business marche. Je me relance dans la musique avec un angle de vue un peu plus français. Comme je te l'ai dit, j'ai mon titre Mort, Ice Cream Man, Karim Abdul-Jabbar qui sort. J'ai les projecteurs sur moi. Mais mes mauvais démons reviennent. Et malgré que j'ai mon resto ou autre, je suis un peu dans le deal sur Paris avec la bourgeoisie, etc. Et je m'oublie un peu artistiquement. Je suis repéré après par Because, Emmanuel de Burtel. Et je bosse avec Because en tant que DA. Je lui réalise des projets. Il y avait un artiste qui s'appelle RetroX qu'il avait dans le viseur. Il y avait une artiste aussi qui s'appelait Lala Ace qu'il avait dans le viseur. Et à cette époque-là, je vais être totalement transparent avec toi. À cette époque-là, en fait, moi, j'ai 2 artistes dans le viseur. J'ai Frisk Corleone. Et parce que j'adorais ce qu'il faisait, j'adorais ses mathématiques. Pour moi, c'était un espèce de nouveau Booba de son époque, clairement. Et à côté, j'ai cet artiste étrange, bizarre, qui s'appelle RetroX ou autre. Et après, moi, je me suis fait avoir par les sentiments parce que, en fait, c'est le neveu d'un mec de Sarcelles qui s'appelle Majesté Mondo. Et je me dis, moi, je suis très lien, je me dis, bon, je m'entends bien avec le RetroX, etc. Donc, j'épouse un peu tout ce qu'il fait. Et j'ai pas peur de le dire là devant ta caméra aujourd'hui. Je crois que c'est un des artistes les plus talentueux avec qui j'ai bossé. Je sais qu'il y a des gens qui vont me prendre pour un ouf de dire ça. Mais tu sais, des fois, il y a des gens, ils sont autistes, tiktokais un peu bizarres, et c'est des génies dans leur truc. Et lui, je pense que c'était vraiment un génie. Et je pense que si Emmanuel de Burtel, qui est la personne la plus talentueuse en termes de... Tu vois, c'est le boss de Because. Je pense que lui, il a un œil que personne a en termes de musique. Et lui, il a grillé aussi qu'il avait du génie, ce petit. Et il voulait bosser avec lui. Il était très mal organisé, RetroX. Et à cette époque, moi, j'avais pas de femme, j'avais mon appart que je venais d'acheter, etc. Et en fait, j'ai fait venir tous les artistes chez moi. En fait, ils vivaient chez moi parce qu'en fait, ils étaient dans le sud, ils étaient mal organisés, ils étaient trucs, donc j'ai voulu les professionnaliser. Donc, j'ai été un peu leur papa, un peu, tu vois. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à avoir ma première casquette. Après Amir Haddad, j'ai eu ma deuxième casquette de, entre guillemets, producteur, tu vois. Et lui... Lala Ace aussi, elle était avec toi? Lala Ace, en fait, aussi, elle était... en fait, Lala Ace, c'était plus du consulting que j'ai fait. C'était compliqué, son dossier, parce qu'elle était chez Believe en Angleterre. Il fallait que je la fasse passer de Believe UK, à Believe France. Donc, moi, j'ai intervenu pour qu'elle pour qu'elle soit transférée en France. Mais en fait, pour être vraiment clair et que tu vas totalement comprendre, moi, comme moi-même, je suis artiste, j'arrive pas à être Sud Knight ou j'arrive pas à être des Dawala ou autre. En fait, moi, je leur ai créé leur société à eux. Je leur ai dit,
Je vais vous professionnaliser. Je vais vous faire signer. Et quand vous allez recevoir vos sous, vous allez me passer un pourcentage en termes d'avance et tout ce qui va avec. En fait, moi, c'est ce qui s'est passé avec ces deux artistes-là. Donc, j'étais pas vraiment leur producteur, mais on va dire, j'étais leur parrain, on va dire. Mais je leur ai créé leur propre structure pour qu'ils soient indépendants et qu'ils n'ont rien à me devoir. Tu vois où je veux en venir? Donc, voilà ce qui s'est passé à cette époque-là. J'ai un peu lâché ma casquette d'artiste, malgré que j'avais fait des trucs qui avaient super bien fonctionné. Mais je me suis dit, allez, c'est un nouveau kung-fu, pourquoi pas, tu vois. Donc, j'ai produit ces gars-là, j'ai produit un petit de mon quartier et j'ai bossé avec celui que tu as reçu ici, Jack Manny aussi. T'es dans le hustle à l'état pur. À l'état pur, frérot. C'est ma vie, complètement. Tu sais, Sherman, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de gosse, hein, parce que la musique, c'était ma femme, c'était mon gosse, c'était... Ma vie, elle était, tu sais, moi, j'ai profité de la vie à 1000%, tu vois. Mais la musique a pris beaucoup de place. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te lèves avec le sourire? Ouais, parce que j'embrasse tout ça différemment. Tu vois, pour continuer, même s'il y a beaucoup d'épisodes après ce que je viens de te dire, à un moment, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, ces artistes, tout. Et en fait, moi, j'ai complètement changé mon business. C'est que maintenant, j'ai eu ce qu'on appelle un atelier ou une usine où je fais du merch. Je fais du merch pour des artistes, je fais du merch pour des restaurants, je fais du merch pour Facebook. Ouais, le siège social de Facebook. Je leur fais des vêtements, je fais du merch pour des équipes de foot, etc., etc. Donc, en fait, mon business est une tentacule de ce que la musique m'a appris. Je fais du consulting pour des artistes qui sont signés, qui m'appellent, qui ont besoin de conseils, etc. Ils me donnent des chèques. Et il y a des grands de ton quartier et des grands de mon quartier où, en fait, on a fait une boîte de sécu. Et quand ils ont besoin de faire de la sécu pour des artistes, entre guillemets, connus, c'est ça aujourd'hui mon business. Donc, c'est-à-dire, quand je me réveille le matin, j'ai plus cette pression de il faut que j'envoie de la musique, il faut que je fasse ci, il faut que je... Là, je suis en paix, là. Là, c'est pour ça que je peux m'exprimer de cette manière-là devant toi, parce que le rap, en fait, c'est comme currency, tu sais, c'est pour le kiff. Tu vois, là, je suis dans un autre mood, là. Je suis vraiment dans un autre mood. Mon truc au Cap-Vert, les business dont je viens de te parler, là, et c'est du concret. C'est du concret. Ça fait vraiment plaisir de t'entendre comme ça. T'es un battant. Ah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, t'as pas le choix. C'est magnifique. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose sur le site, quelque chose que tu aimerais lancer prochainement? Tu sais, ça, mon rêve, moi, c'est quoi? Et je suis en train peut-être de le réaliser, c'est... moi, en vrai, j'ai toujours voulu faire des films. En fait, la plupart des... Les gens ne savent pas, mais la plupart des clips que moi, j'ai fait pour moi ou beaucoup de personnes, c'est moi qui ai réalisé, c'est moi qui écrivais le scénario ou autre. Donc, j'ai une vision un peu particulière et j'ai toujours voulu caresser un peu le truc d'acteur ou caresser un peu la réalisation de films. Et je pense que dans pas longtemps, ça va probablement se concrétiser. Si tout se passe bien. Si Dieu veut. Il y a des gens solides qui sont derrière. Il y a Don Back aussi qui est dedans. Il y a C-Murder qui est Franck, le cousin à Jean-Pascal Zadi aussi qui est dedans. Il y a un autre gars de chez vous aussi, d'OBS, là, qui vient de la PAG. Et c'est des gens qui ont du concret. Dobé, il a déjà joué avec Luc Besson, avec Jamel Debbouze. À l'heure où je te parle, là, tout de suite, Franck C-Murder, là, il doit être en train de tourner un film avec Jean-Pascal Zadi. Don Back aussi, il a déjà fait, enfin, il a son expérience, il a déjà fait des films. J'ai une sacrée équipe. Et il y a des personnes où je peux pas dire aussi qui sont encore derrière, mais on a une sacrée équipe et je pense que le truc, j'espère, va se concrétiser, mais je bosse sur ça en ce moment. Et je peux pas trop en parler, mais je bosse aussi avec Kenzie aussi sur un truc. Mais je suis bien là, je suis au maximum de ma forme là. J'ai l'impression d'être béni, limite, tellement que je suis bien dans mes bottes là. Mais il y a toujours des trucs là. Je suis dans le feu aussi là. Et merci pour ce partage, sincèrement. Non, je t'en prie. Et là, ce sera un petit kiff perso. Snoop, il était comment?
Tu sais pourquoi je t'adore, Sherman, parce que tu poses des vraies questions. Tu sais que c'est pas la meilleure des rencontres que j'ai eues. Hein. La meilleure des rencontres après Prodigy, c'était Nipsey Hussle. Moi, je connaissais aussi son grand frère. C'était vraiment particulier. C'est un 85 comme moi, en plus, je crois, Nipsey Hussle. Mais Snoop, étrangement, c'est pas la meilleure. Ça me fait chier de te dire ça, mais c'est pas la meilleure des rencontres que j'ai fait, tu vois. Et des fois, c'est bipolaire un peu, tu vois. Des fois, c'est Snoop. Des fois, truc. Ou des fois, il boude. Ou des fois, truc, tu vois. C'était bien de manière générale, mais c'est pas la meilleure des rencontres que j'ai fait. En toute sincérité, tu vois. C'est... Je sais pas. C'est Tonton Snoop, tu vois. C'est Tonton Snoop. Mais... ou je sais pas si c'est peut-être nous, on avait fait quelque chose, ou à un moment, peut-être on lui a fait écouter, puisqu'on bossait avec beaucoup de gens, peut-être il a écouté un truc d'un artiste avec qui il s'entendait pas, ou je sais pas, mais il a fait des phases à un moment, frérot. Il a fait des phases à un moment, Sherman. Mais j'ai rencontré Tonton Snoop, c'était une putain d'expérience, on est allé chez lui. La rencontre, elle s'est faite après qu'on ait fait un morceau avec Corrupt et Nipsey Hussle. Corrupt, il était en tournée, il fumait son truc avec Snoop dans une voiture. Snoop écoute le truc, il fait des trucs avec des Français et tout. C'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Tu fais des trucs avec des Français et tout. Là. Et elle dit, ouais, en plus, ils sont là et tout. En ce moment, un truc, bam, on est parti chez lui. On a enregistré plusieurs morceaux et tout. Feeding pur. Mais Snoop, des fois, il faisait des mini-phases un peu. Mais bon, c'était particulier. C'est particulier. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Mais très bien, très il bien. Il faisait des mini-phases un peu. Et les Daz, tout ça, tu les as vus? Ouais, Daz, il était là d'ailleurs le jour où on a fait le son avec Snoop. Il y avait Corrupt, Daz. Il y avait un autre artiste qui était moins connu à cette époque qui s'appelle Problème. Il y avait qui d'autre? Il y avait, je crois à un moment, il y avait le mec de Eastside Daz. Ok. Ouais, et mais ça reste un truc inoubliable, tu vois. C'était en 2008, tu vois, j'étais encore jeune. C'est Tonton Snoop, c'est Snoop, tu vois. Donc c'est un truc qui restera gravé à vie, tu vois. Mais si tu me demandes, est-ce que ça c'est comment le boug il était, c'était bien, mais il faisait des demi-phases un peu des fois. Il faisait des demi-phases un peu parfois des fois. Ouais. En tout cas, t'as un morceau avec Snoop et c'est ce qu'on va retenir. Je te remercie. En tout cas, Gizo, au nom de toute l'équipe de We Hustle, on te remercie sincèrement. C'est moi qui dis. Fraternellement, c'est un plaisir de converser avec toi. Sincèrement, on a appris, on a rigolé, on a partagé tes peines et on est connectés. Je te remercie. Si je peux me permettre pour le mot de la fin, Sherman, c'est un truc de ouf ce que tu fais. Je pense pas que, tu vois, j'espère avoir une grosse actu à un moment pour revenir dans ton mission, mais parfois il faut envoyer les fleurs aux personnes qui le méritent. Moi, je te suis depuis le début, Tes interviews sont deep. Comme je te l'ai dit, là, c'est probablement ma vraie première réelle interview et je suis très, très fier de la faire avec toi. Comme tu le dis dans ton intro, Sarcelles représentant, c'est une ville très importante pour moi. Comme tu le sais, Tonton Kenzie m'a plus qu'énormément influencé. Stomy, Bach et tous ces gens, etc., etc. Mais je veux t'envoyer tes fleurs parce que tu fais un travail de ouf. Et je pense que les interviews les plus deep des personnes que j'adore dans cette industrie française ou ceux qui caressent cette industrie sont chez toi. Et merci de faire ce que tu fais. Et merci de m'accueillir parce que je le prends vraiment comme une chance et une bénédiction. Donc, c'est du cœur, pour de vrai. Pour de vrai, frère. Je te remercie. Non, merci, mon frère. Vrai. Ça me touche en plein cœur, sincèrement, frère. Merci, Gizo. C'était le tiers. Et qui est 500, tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon homeboy, mon frangin, j'ai nommé Gizo et Vorati pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.